L'émission que vous allez voir aborde des sujets controversés. Les théories, opinions, croyances qui y sont exprimées ne constituent pas la seule interprétation possible. Nous vous invitons à vous faire votre propre opinion en vous basant sur toutes les informations disponibles. Un cadavre d'extraterrestre étendu sur une table d'autopsie du gouvernement américain. Depuis plus de 10 ans, les controverses se déchaînent à propos des images présumées de cette infâme autopsie. Un faux ou un tox? Si les images sont authentiques, elles prouvent que des extraterrestres ont envahi la Terre. C'était un canular de plusieurs millions de dollars impliquant plusieurs réseaux télévisés à travers le monde. Ce sont ces gens-là qui ont dupé tout le monde. Il m'est très difficile d'établir une quelconque corrélation entre cette chose et tous les corps humains que j'ai pu voir. Il n'était pas seulement responsable des effets spéciaux de l'autopsie réalisée. Il avait également fait l'alien. Mais alors que la caméra faisait un zoom arrière, on aperçut sur le sol un extraterrestre identique. Quelque chose qui ressemblait à un extraterrestre, et il bougeait. Si ce document est authentique, il est d'une importance capitale. Si c'est un faux, c'est le plus beau tissu de canular jamais assemblé par un réalisateur. Le mystère du film de l'autopsie de l'alien remonte à plus de 60 ans. C'est sur une base aérienne de l'armée américaine à Roswell, dans l'état du Nouveau-Mexique, qu'il a commencé. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. J'ai été appelé au QG et on m'a donné les copies d'un communiqué de presse affirmant pour l'essentiel que nous avions en notre possession une soucoupe volante. On m'a demandé de livrer ce communiqué en main propre aux 4 médias d'information que la ville comptait à l'époque. Walter Haut était l'officier chargé des relations publiques pour le 59e groupe de bombardement. Son communiqué de presse a rapidement fait le tour des réseaux radiophoniques et des journaux du soir de tout le pays, assouvissant la curiosité d'une nation où des centaines d'apparitions de soucoupes volantes avaient été reportées au cours des mois précédents. Mais au moment où elle éclatait, l'affaire était étouffée. 4 heures plus tard, le général Ramey, commandant du 8e bataillon de l'armée aérienne, s'emparait de l'affaire avec cette nouvelle déclaration publique. Il ne s'agissait aucunement d'une soucoupe volante. Tout le monde a cru ce qu'il disait, que c'était un ballon sonde, mais tout était mis en place pour habilement laisser croire que l'armée détenait effectivement une soucoupe volante. Et voilà qu'un général censé être bien mieux informé que cela déclare avec naturel « Non, c'était un nouveau type de ballon sonde ». Les habitants de Roswell ne croyaient pas à cette histoire de ballon sonde. Pour eux, c'était quelque chose de bien plus grave. Mon père faisait partie de l'équipe des services secrets de la base aérienne de Roswell et il avait pour tâche d'examiner les restes de ce que l'on croyait être un avion ou tout autre objet volant. Quand il est rentré de Roswell ce soir-là, il était très excité. Il nous a réveillés, ma mère et moi, vers 1h ou 2h du matin pour nous montrer ce qu'il avait rapporté de la base. Il a dit que cela faisait partie de la soucoupe volante. Il avait tout étalé sur le sol de la cuisine et on a regardé. J'ai pris un morceau, je l'ai soulevé pour mieux le regarder. La lumière de la cuisine se reflétait sur la surface interne et c'est alors que j'ai aperçu l'écriture ou plutôt les symboles qui le recouvraient. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de hiéroglyphes ou d'un type d'écriture similaire. En tout cas, c'était quelque chose de très étrange. En faisant des recherches pour son livre sur l'affaire, l'auteur Kevin Randle a découvert que les personnes ayant eu entre les mains des débris du crash étaient plus nombreuses qu'on le croyait. Je crois qu'en tout, j'avais parlé à près de 50 personnes qui avaient toutes tenu des débris du crash. Le plus étonnant d'entre eux était un matériel ressemblant à de l'aluminium que l'on pouvait rouler en boule et qui se dépliait ensuite tout seul. Ils ont essayé de le brûler et n'ont pas réussi. Le feu ne prenait pas. Ils ont essayé de le couper avec des canifs et n'ont pas pu.
Étonnamment, le père de Frank Hero a lui aussi rapporté qu'il avait des preuves tangibles et vivantes. Il y avait 2 corps couchés sur le sol devant l'appareil. Un troisième que l'on appela la petite personne marchait autour de l'appareil et était encore vivant. Au cours des nombreuses interviews qu'il a menées avec les personnes ayant des liens avec l'affaire Roswell, Kevin Randle a découvert qu'une série d'événements s'était produit après la découverte du vaisseau spatial et des corps. D'après les nombreux témoins visuels de l'incident, nous avons la preuve que l'appareil et les corps ont été amenés au hangar 84 de la base aérienne de Roswell et y sont restés une nuit avant d'être transportés ailleurs. D'après les témoignages visuels, les corps étaient scellés dans une grande caisse en bois posée au milieu du hangar. L'armée a fait quelque chose de très intelligent. Ils ont annoncé qu'il y avait bien une soucoupe volante, mais qu'ils l'avaient déjà capturée. Elle était déjà en leur possession, donc il n'y avait rien à voir et personne n'a cherché à la trouver. Puis, tout a été transféré à Fort Worth, au Texas. Les plus hautes instances militaires ont déclaré « Ces hommes ont fait une erreur, c'est juste un ballon sonde ». La presse n'a pas réussi à mettre la main sur Jesse Marcel, qui avait lui aussi été transféré à Fort Worth et à qui on avait interdit de parler. Vous savez, quand il est revenu de Carswell après avoir transporté les débris par avion, il m'a dit de ne pas en parler et l'a aussi dit à ma mère. C'est un non-événement. Faites comme s'il ne s'était rien passé. N'en parlez même pas à vos amis, ce que je n'ai pas fait, bien sûr. Des années plus tard, j'ai appris qu'il faisait partie du complot, car il s'est servi de l'explication des forces aériennes alors qu'il savait pertinemment que ça n'était pas vrai. Un officier militaire est venu voir Frank Hero et lui a posé des questions au sujet de l'étrange pièce de métal qu'elle avait eue entre les mains. Je lui ai dit « Oui, je l'ai tenue ». Il a commencé à insister « Non, vous ne l'avez jamais eu entre les mains ». J'ai protesté « Mais si, je l'ai vu, je l'ai tenue ». Et il s'est fâché. Il a commencé à hausser le ton et m'a dit « Je veux que vous compreniez, vous n'êtes jamais allé sur place, vous n'avez rien vu, rien entendu ». Puis il a ajouté « Si vous ne comprenez pas ce que je vous demande, il pourrait vous arriver quelque chose. » Des preuves tangibles venant étayer la légende de l'OVNI qui s'était écrasé à Roswell dans l'État du Nouveau-Mexique en 1947 furent très difficiles à obtenir avant 1995, date à laquelle une vidéo filmant l'autopsie fit son apparition en Angleterre. L'autopsie d'un alien est toujours tournée en ridicule. Qui peut croire qu'un tel événement s'est réellement produit? C'est ridicule. Ray Santilli dirige une entreprise de distribution de musique et de vidéos à Londres. Il affirme qu'au début des années 90, il faisait l'acquisition de films de rock'n'roll quand un caméraman américain avec qui il avait déjà fait affaire lui dit « J'ai quelque chose d'autre à vous montrer ». On a regardé ce qu'il avait, et c'était à coup sûr le film le plus incroyable que j'avais jamais vu. Ma première impression a été « Ça ne peut pas être vrai ». Ce que Santilli prétend avoir vu et avoir fini par acheter sont des bobines en noir et blanc d'un film montrant l'autopsie d'une étrange créature humanoïde. Le caméraman, qui déclarait avoir reçu une autorisation des plus hautes instances militaires, aurait raconté à Santilli qu'en 1947, on l'avait envoyé par avion d'urgence à Roswell, où il avait filmé la découverte de plusieurs de ces êtres, vivants ou morts, ainsi que l'autopsie de l'un d'entre eux. Il a mis de côté des boîtes de bobines dont il disait qu'elles avaient besoin d'être traitées spécifiquement pendant qu'on les passait. Il a tout de suite envoyé le reste à Washington et quand il a fini par traiter les boîtes de bobines restantes, il a fait des pieds et des mains pour tenter de joindre Washington et leur dire de venir récupérer les films, mais ils ne l'ont pas fait. Il a gardé les bobines dans une boîte en carton, tout simplement, et il les a archivées. Tout le débat autour d'un possible canular remonte à l'incident lui-même. Il a vu une soucoupe volante qui s'était écrasée, elle était retournée, il a vu les créatures qu'il appelle monstres, couchées devant le véhicule, criant de douleur, mais il ne peut pas affirmer d'où elles venaient, il l'ignore. Pendant que j'étais chez lui, il m'a montré tout un tas de souvenirs que collectionnent les personnes de son âge. Des photos accrochées au mur, ses albums photos, son journal, son matricule de soldat, ses papiers de démobilisation. Il m'a eu l'air d'être une personne de bonne foi. Alors pourquoi Santilli refuse-t-il de révéler l'identité du caméraman ? Notre accord avec le caméraman était de protéger sa vie privée. Et c'est grâce à cet accord que nous avons obtenu le film. Si on pouvait lui garantir qu'il ne serait pas poursuivi par des journalistes, il voudrait peut-être bien sortir de l'ombre, je n'en sais rien.
Peut-être qu'il est en train de regarder notre émission à l'heure qu'il est et qu'il se dit « Qu'est-ce que je vais devenir ?» Sa préoccupation majeure, il est octogénaire, est de mener une vie tranquille. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il a accepté d'être payé en liquide et qu'il se demande si cette somme va avoir des incidences sur ses impôts. Nous nous sommes basés sur le fait que le film était authentique. Il ne s'agit pas des mémoires d'Hitler ou d'un cas semblable. Tout ce que nous faisons, c'est introduire ce film dans le domaine public et dire « Voilà les faits, libre à vous de mener votre enquête. » Et c'est ce que nous avons fait. Nous allons vous montrer l'autopsie de ce que certains prétendent être un extraterrestre venu de l'espace. Bien que muet, ce film de 17 minutes est aussi poignant que n'importe quel film de science-fiction hollywoodien. Mais cela ne relève peut-être pas de l'imagination d'un réalisateur. Ce document semble être authentique. Le corps étrange semble intact, à l'exception d'une vilaine blessure sur la cuisse droite. 2 mystérieux médecins portant des blouses anti-contamination étudient le personnage. Une troisième personne, portant un masque, assiste à l'examen derrière un mur vitré. S'agit-il vraiment d'une autopsie militaire top secrète réalisée sur un extraterrestre en 1947 ? Comme pour chaque mystère, nous devons entendre des témoignages, examiner les preuves et interroger les experts. D'abord, les témoins oculaires. Papa m'a dit qu'ils ressemblaient à des petits-enfants de 10 ans. Leur tête était trop large pour leur corps et leur peau avait une couleur rosée avec une nuance de gris. Bien sûr, on ne distingue pas les couleurs dans ce document, mais la taille et la forme des yeux correspondent assez bien à sa description. L'infirmière qui était prétendument présente a décrit un individu qui ressemble à l'individu autopsié dans le film. L'hypertrophie de la tête, les yeux noirs. Je crois que dans sa description, elle mentionnait également 4 doigts au lieu des 6 que nous voyons à l'image, alors nous avons là un petit décalage. D'après Frankie Rowe, son père a découvert 3 créatures vivantes sur le site du crash. Il ne cessait de répéter « Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ils ne vont pas nous faire de mal. » Et il regrettait vraiment de n'avoir pas pu les aider. Peu importe qui elles sont, je suis vraiment navrée pour ces créatures. Si elles venaient d'un autre monde, d'une autre planète, leurs familles ne sauront jamais ce qui leur est arrivé. Ils ne rentreront jamais chez eux. Bien entendu, les témoignages visuels sont réputés peu fiables, surtout quand ils remontent à plus de 60 ans. Quels autres paramètres peut-on examiner pour déterminer s'il s'agit d'un document historique ou d'une savante contrefaçon ? Nous avons examiné de près certains des objets présents dans la pièce. Notre but, déterminer s'ils existaient déjà en 1947. La pendule murale, un modèle électrique courant, date bien des années 40. Le téléphone avec le gros récepteur et le cordon torsadé est un modèle standard de chez Bell datant de 1937. Bien qu'ils aient tous pu être achetés plus tard, leur présence concorde avec la période. Ce qui nous amène au film lui-même. Peut-il être daté ? Ray Santilli a envoyé le film à Larry Kate, qui a passé 16 ans dans la section industrielle de l'entreprise Kodak. Pour essayer de déterminer l'âge d'un film, l'entreprise Eastman Kodak recherche sa date de fabrication à travers des codes géométriques. Or, les symboles inscrits en bordure du film de Roswell étaient un carré et un triangle, signe utilisé à Rochester dans l'État de New York par le groupe Eastman Kodak pour indiquer les dates de fabrication suivantes, 1927, 1947 ou 1967. La pellicule montrée par Kate pourrait donc bien dater de 1947. Qu'en est-il de la façon dont le film a été tourné? Qu'est-ce que l'aspect du film peut nous apprendre sur son authenticité? Il est tout à fait probable que ce film ait été tourné à la fin des années 40 ou au début des années 50. Paolo Kerkeuze a travaillé comme conservateur de films à la George Eastman House à Rochester dans l'État de New York. On me demande souvent s'il est difficile de contrefaire un film et ma réponse est oui. C'est loin d'être facile et cela requiert un certain degré de savoir-faire technique qui rendrait cette opération peu rentable. J'ai le sentiment que ce que nous avons vu est un canular. Alan Davio est l'un des cinéastes les plus acclamés d'Hollywood. Il a été le chef opérateur de E.T., Bugsy, L'Empire du Soleil et de Congo. Davio soupçonne le film d'être un faux à cause de la mauvaise mise au point, une technique qui pourrait être utilisée pour dissimuler les trucages. Dans le film que nous voyons là, on a volontairement laissé l'image devenir floue. Il n'est pas logique que celui qui ait filmé cette scène n'ait pas tenté d'ajuster la mise au point. En réalité, cette mise au point mal ajustée concorde avec le type de matériel utilisé à l'époque. Roderick Ryan en sait plus que tout le monde sur la manière de filmer de l'armée américaine dans les années 40. Caméraman militaire pour la marine, il a filmé les projets les plus secrets du gouvernement dans les années 40 et 50, notamment les essais nucléaires sur l'atoll de Bikini.
Les caméras utilisées à l'époque par l'armée étaient des filmocaméras fabriquées par Bell et Howell. Ce type de caméra n'avait pas de mise au point à travers l'objectif, ce qui porte à croire que si la mise au point était constante, le film de 1947 pourrait avoir été réalisé avec du matériel moderne et donc être un faux. Davio suspecte également le film d'être une contrefaçon du fait de l'apparente incapacité du caméraman à réaliser de belles prises de vue. À un moment donné, quand il scie le crâne, la personne qui filme se positionne à un endroit où on ne voit rien d'autre que le dos du médecin et elle ne fait aucun effort pour changer de place. En se mettant de l'autre côté, le caméraman aurait peut-être obtenu une bien meilleure prise de vue avec la scie venant dans notre direction. Le caméraman n'arrête pas de bouger pour ne pas gêner les mouvements des médecins. Si l'on observe l'équipe chirurgicale, on voit bien qu'il bouge aussi et que le caméraman fait tout pour rester discret. Nous avons discuté de cela avec le caméraman et ce n'est que par égard pour son métier, parce que des gens avaient critiqué son savoir-faire, qu'il a accepté de commenter son travail ce jour-là. Il était vêtu du même ensemble que les chirurgiens et ses mouvements s'en trouvaient donc entravés. Il a ajouté que les films tournés caméra à l'épaule étaient les plus courants à l'époque et qu'on n'allait pas changer la procédure pour une expérience de ce type, même sur un extraterrestre. Le rôle d'un caméraman militaire est habituellement de relater des événements. Son travail n'est pas de faire de belles images, et selon moi, ce film remplit tout à fait la fonction essentielle d'un film militaire. D'après moi, le travail réalisé pour ce film est extraordinaire, mais je ne crois pas que ce qu'il montre est vrai. Dans toutes les contrefaçons que j'ai pu voir, on ressent immédiatement l'impression de faux. Mettons-nous à la place de quelqu'un qui déciderait de faire un faux film. Pourquoi aurait-il investi autant d'argent, d'efforts et de raisonnement pour réaliser un film de 23 minutes de ce type? Ça n'est pas logique, ça n'a pas de sens. Alors, avons-nous réellement sous les yeux l'autopsie d'une créature extraterrestre? Ou bien s'agit-il d'autre chose? Un mannequin en latex, un humain souffrant de malformations, un incroyable canular? Pour le découvrir, nous avons montré le film à 2 spécialistes de la médecine légale. Chris Milroy est un éminent conférencier en médecine légale à l'université de Sheffield en Angleterre. Son degré d'expertise à déterminer les causes de la mort a fait de lui un témoin très demandé lors d'affaires criminelles dans le monde entier. Cyril Wecht est l'ancien président de l'Académie américaine des sciences médico-légales. Il a réalisé ou supervisé près de 40 000 autopsies. Je n'ai jamais réalisé d'autopsie sur un corps semblable à celui que nous voyons dans ce film. Les oreilles sont placées très bas. Elles se trouvent en dessous de la position qu'elles ont chez un être humain normal. Cette étrange créature correspond à la vision populaire que l'on se fait d'un extraterrestre. La tête hypertrophiée et les yeux énormes sont des images que l'on rencontre souvent dans les livres ou les films évoquant des aliens. Et la créature a d'autres particularités qui ne sont pas humaines. Il y a 6 doigts sur chaque main et 6 orteils sur chaque pied. Un phénomène connu sous le nom de polydactylie et que l'on rencontre dans divers cas d'anomalies chromosomiques ou génétiques. On ne distingue aucun organe sexuel masculin. Et de fait, tout porte à croire qu'il s'agit d'un corps féminin. Mais celui-ci est dépourvu d'organes sexuels secondaires, autrement dit de seins. La première réaction de Wecht a été de dire que nous avions sous les yeux le corps d'une femme atteinte du syndrome Turner, une anomalie chromosomique dont la fréquence est de 1 sur 5000 naissances de filles. Les personnes souffrant de ce syndrome sont dépourvues d'une partie de leur chromosome X et ne se développent pas sexuellement. Peu atteignent l'âge adulte. 99% des personnes atteintes de ces anomalies chromosomiques avortent spontanément, c'est-à-dire ne naissent pas. L'une des possibilités envisageables est qu'il s'agissait du cas très rare d'un bébé atteint du syndrome de Turner ayant survécu jusqu'à l'adolescence. Mais le syndrome de Turner n'est pas la cause potentielle de toutes ces malformations. Il y a aussi les 6 doigts et les 6 orteils, ainsi que les yeux énormes. Est-il possible que toutes ces anomalies apparaissent chez un même être humain? Je ne serais pas surpris de trouver un cas présentant toutes ces anomalies.
Ça serait très rare, mais je ne serais pas surpris que quelqu'un vienne me dire qu'un tel cas a déjà été décrit dans une quelconque publication médicale. Non seulement le corps examiné dans le film est un mystère, mais les médecins cachés derrière leur combinaison le sont aussi. En leur qualité d'éminents professeurs, Wecht et Milroy ont tous les deux formé des centaines de médecins. Ils savent différencier une véritable autopsie d'un travail d'amateur ou d'une autopsie jouée par des acteurs. Les médecins présents dans le film sont soit de véritables légistes, soit des chirurgiens ayant pratiqué un certain nombre d'autopsies. Le document est censé avoir été filmé en 1947. Et s'il y a des choses qui n'ont pas changé, on y voit aussi des pratiques typiques de l'époque, telles que l'usage d'une scie manuelle lors de l'ouverture de la calotte crânienne. Je tiens également à préciser que je me souviens avoir vu ce type de plateau rectangulaire creux il y a de nombreuses années, mais on ne l'utilise presque plus de nos jours. Les procédures de base menées dans le film sont celles que l'on pratique durant une véritable autopsie. Il y a tout de même certaines questions que je tiens à poser au sujet de ces procédures. S'il s'agit bien d'un extraterrestre, je me demande pourquoi ils n'ont passé que 2 heures à l'autopsier. Il y aurait des semaines, des mois, voire des années à passer sur la dissection d'un corps d'un extraterrestre. Si cette créature est effectivement un extraterrestre, il serait mort durant le crash. Les 2 médecins qui ont passé le plus clair de leur vie à témoigner dans le cadre d'affaires criminelles ont des doutes concernant les causes de la mort. Dans les cas de crash survenus à très grande vitesse, les blessures externes sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'on aperçoit sur ce corps. Ce qui est d'autant plus étrange, c'est que la seule blessure majeure que l'on voit ici est une blessure sur la cuisse droite. Cette blessure ressemble à une blessure causée par une bombe incendiaire. À moins que pour une raison ou pour une autre, il y ait eu un traitement quelconque pour soigner une forme de tumeur maligne. Ou encore des pratiques expérimentales avec des radiations ou des brûlures. Il semblerait que cette surface ait été gravement endommagée de façon plus ou moins délibérée. Pourrait-il s'agir d'une expérience de radiation qui a mal tourné? Cela expliquerait pourquoi les médecins sont protégés par des blouses anti-contamination. Les radiations pourraient également avoir causé la mort de la créature et lui avoir infligé ces déformations monstrueuses. Rappelez-vous que Roswell se trouvait à proximité du site où l'armée américaine menait un programme secret d'essais nucléaires. Cette créature pourrait-elle être une pauvre femme souffrant d'une tumeur maligne, probablement des ovaires ou de l'utérus, qui aurait été traitée par des radiations? C'est une possibilité que nous devons garder à l'esprit, mais qui n'explique pas la polydactylie. Cela n'explique pas les doigts surnuméraires aux mains et aux pieds et la disproportion de la tête et des orbites. Si les médecins légistes ne peuvent pas encore expliquer l'origine de cette créature difforme, ils élucideront peut-être le mystère une fois la dissection commencée. C'est durant cette étape que l'on examine l'intérieur du corps. Je ne peux pas comparer ces structures au contenu de l'abdomen. Le foie, s'il s'agit bien d'un foie, devrait être ici sur la droite. Je distingue une masse inconnue qui m'est très difficile de rapprocher avec quoi que ce soit appartenant à un corps humain. Cette structure doit correspondre au cerveau, s'il s'agit d'un être humain. Mais ça ne ressemble à aucun des cerveaux que j'ai vus, que ce soit des cerveaux à tumeur, des cerveaux ayant subi des radiations, un traumatisme ou une hémorragie. Une fois sorti du corps et montré sur le plateau, cet organe ne m'a pas semblé être un cerveau humain. Il avait l'air trop décoloré et déformé. Malgré toutes les difficultés et les réticences que j'éprouve à dire cela, ce que j'ai vu ici ne ressemble pas à un être humain. Qu'est-ce que c'est? Je préfère m'en tenir à dire qu'il s'agit d'un humanoïde. Je ne dirais pas qu'il vient d'une autre planète. Quelle planète d'ailleurs? Je n'en sais rien. Mais ce n'est pas un membre de la race humaine. Et je connais bien la race humaine.
Deux médecins légistes de renommée internationale pensent qu'il est possible que ce film puisse montrer l'autopsie d'une véritable entité biologique. Bien sûr, l'autre explication est qu'il ne s'agit pas du tout d'un être de chair et de sang, mais plutôt d'une création artificielle destinée à duper les spectateurs du film. Est-il difficile de fabriquer un mannequin qui saigne de manière si convaincante? Personne n'égale le talent de Stan Winston pour fabriquer de faux monstres et faire croire au public qu'ils sont réels. L'entreprise où travaille Stan Winston a créé quelques-unes des créatures les plus réalistes des productions hollywoodiennes. Il a fabriqué les dinosaures de Jurassic Park et, fort à propos, les prédateurs extraterrestres des différents aliens. Pour lui, recréer un simple humanoïde tel que celui présent dans ce film devrait être un jeu d'enfant. Ma première réaction lorsque j'ai vu la créature a été de penser qu'elle n'était pas réelle, que c'était un corps recréé par quelqu'un, un simple accessoire. Puis l'autopsie a commencé et les médecins ont ouvert le corps. Et connaissant les difficultés qu'on a dans les effets spéciaux à rendre l'incision de la peau, j'ai commencé à me dire, si effectivement ce film est un faux, je serais très fier d'avoir pu créer ça de nos jours. Il faut que j'aille en parler à des collègues dans les studios et leur demander comment ils feraient ça. Le film est censé avoir été fait quand? En 1947. La question est de savoir comment on s'y prendrait pour fabriquer un tel mannequin. Revenons au moment juste avant l'incision. La qualité organique des jambes et des pieds est très bien rendue. Regardez comme le sang paraît uniforme sous l'épiderme et comme les gouttes de sang s'écoulent sur le côté. On ne serait jamais capable de faire ça. Avançons jusqu'au plan sur le crâne. Si c'est un faux, il est sacrément bien réussi. Si on avait fait ça, je serais super fier de nous. Le plus intéressant, ce qui fait vraiment réaliste, c'est la manière dont la peau est enlevée, déchirée de manière inégale. Je ne sais pas comment ils l'ont reproduit, ça, sur un crâne en plus. Il faudrait mettre un faux crâne sous de la fausse peau. Mais comment rendre l'humidité? Et les irrégularités, ça ne peut pas avoir été moulé? Et les saignements, l'humidité? Ça ne jaillit pas de tube, ça ne goutte pas, c'est uniformément humide. Et quel genre de matériau peut permettre d'imiter aussi bien la peau? Aujourd'hui, nous utilisons de la silicone élaborée. C'est ce à quoi ça me fait penser, mais ils n'avaient pas ça en 1947. Non. Non, en effet. Et tous les gens qui ont accès à cette matière de nos jours participent à de gros films d'horreur hollywoodiens. Oui, je sais pas comment ils ont pu faire ça. Si ça avait été fait récemment, en ayant l'air d'avoir été fait à cette époque-là, ça coûterait des milliers de dollars. Et même sans donner au film cette patine des années 40, ça serait de toute façon très cher à réaliser. Oui, ça coûterait très cher. Je tire mon chapeau aux gens qui ont créé ce film ou aux pauvres extraterrestres morts sur cette table. Cette dissection d'un extraterrestre pourrait-elle être le fruit du travail d'une équipe spécialisée dans les effets spéciaux, talentueuse au point d'impressionner Stan Winston? Le producteur de télévision américain Robert Kiviat, qui a produit le documentaire à succès de 95 nommé L'autopsie de l'alien, fiction ou réalité, a commencé à trouver les preuves d'une contrefaçon en enquêtant sur un autre film mal éclairé, lié à celui-ci et censé montrer l'examen d'un extraterrestre dans une tente de fortune située près de la scène du crash de l'OVNI à Roswell en 1947. J'ai tout de suite demandé à Ray Santilli, « Ray, ces deux scènes ne concordent pas du tout. Qu'est-ce que le caméraman t'a dit à ce propos ?» Et il m'a répondu, « Bob, le caméraman prétend que la scène sombre correspond à l'examen réalisé sur l'extraterrestre par une équipe scientifique envoyée par le président Harry Truman. Cette équipe aurait été dépêchée à Roswell pour récupérer l'extraterrestre, vérifier son statut et le transporter dans un autre endroit. La scène était censée montrer un extraterrestre couché sur une table à la lumière clignotante d'une lanterne placée en arrière-plan. Et on y distinguait presque les visages des médecins en train de pratiquer une sorte d'autopsie sur cette créature.
On y apercevait aussi quelqu'un de sinistre marchant au premier plan, vêtu d'un manteau, qui parfois passait dans le champ de la caméra, masquant certains plans. Le film de l'attente me rend perplexe. Il ne m'a jamais semblé réel. Ça avait l'air tellement mis en scène. La caméra était statique et la prétendue équipe scientifique du président Truman ne paraissait pas crédible. Je me souviens même m'être fait la réflexion que ces deux médecins avaient un air britannique. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi c'était des Anglais. Bien qu'intrigué par ce mystérieux film, Kvyat s'est vite rendu compte que tout cela pouvait faire partie d'un gigantesque canular. La raison principale qui m'a amené à cette conclusion est que nous avions deux films très différents. Comment pouvait-il y avoir deux films différents pour la même autopsie? À cela s'ajoute un troisième film en noir et blanc montrant un militaire portant une sorte de treillis et qui retournait une poutre recouverte de hiéroglyphes, peut-être des inscriptions extraterrestres sur du métal. Puis la caméra fait un panoramique sur une table couverte d'objets en métal, sur lesquels on distingue des empreintes digitales à 6 doigts. Ray a dit que c'était peut-être des éléments du tableau de bord de l'appareil des extraterrestres. Kvyat a continué son enquête sur les films que Ray Santilli qualifiait d'authentiques preuves de l'existence d'extraterrestres. En 1998, les soupçons de Kvyat concernant la véritable identité des médecins aperçus dans le deuxième film et sa méfiance grandissante à l'égard des affirmations de Santilli l'amenèrent à produire un autre documentaire à succès sorti sur les écrans américains et intitulé « Les plus grandes supercheries, les secrets enfin dévoilés ». Je savais que le film de l'attente contenait des preuves accablantes, alors je l'ai amené à la NASA. La NASA a créé une image fixe de ces médecins penchés sur le corps d'un extraterrestre. En agrandissant l'image, on pouvait voir leur visage très clairement. La NASA se servait du même genre de technique que celle utilisée dans le maintien de l'ordre quand on cherche à clarifier le visage d'un délinquant et que tout ce que l'on a, c'est une image très brouillée. Nous avions, si l'on peut dire, fiché ces visages. Nous savions à quoi ils ressemblaient. Il ne nous restait plus qu'à faire le rapprochement entre ces visages et des personnes vivantes ou décédées et découvrir leur identité afin de lever le voile sur le film de l'attente et sur toute l'affaire. Pendant qu'on réalisait le documentaire sur les plus grandes supercheries du monde, on avait interrogé un type nommé Case Goodyear en Angleterre. Case Goodyear avait dit à mon producteur « Hey, mais je connais l'un des gars du film de l'attente. Il s'appelle Elliot, il travaille pour l'entreprise AK Music. » Peu de temps après, nous avions Elliot au téléphone et il nous disait qu'il serait ravi de venir aux États-Unis pour donner une interview exclusive filmée. Elliot a révélé que Ray Santilli avait demandé à l'entreprise AK Music de truquer le film sur le crash et l'examen plusieurs mois avant la sortie de l'ensemble du film sur l'autopsie de Roswell en 1995. D'après Elliot, les instructions de Santilli étaient de tourner une fausse autopsie d'extraterrestres, pratiquée dans une tente de fortune, érigée juste après le crash de l'OVNI à Roswell en 1947. D'après les déclarations d'Elliot, Ray Santilli aurait tramé toute la conspiration en demandant à AK Music de créer une fausse autopsie d'extraterrestres. Elliot a expliqué qu'un premier essai assez concluant avait été fait, qui devint le fameux film de l'attente. Mais Ray n'était pas convaincu et il a demandé au gars « Refaites-moi ça en pointant bien la caméra sur le corps et en éclairant mieux la scène comme s'il s'agissait d'une véritable autopsie d'extraterrestres. Et les médecins devront porter des blouses. » Un membre de l'équipe d'AK Music a dit à Ray « On ne peut pas faire ça, c'est trop difficile. » Santilli s'est donc mis en quête de vrais professionnels des effets spéciaux et ni Elliot Willis ni AK Music ne savaient qui il était allé chercher. Mais où est donc allé Santilli pour obtenir ce film bien plus net de l'autopsie d'un extraterrestre? L'ufologue britannique Philip Mantle, qui a passé plus de 10 ans à enquêter sur la saga de l'autopsie de l'alien, a reçu en 2002 une information capitale. J'ai écrit un article que j'ai intitulé « Du nouveau sur l'autopsie de l'extraterrestre ». Il a été publié par OVNI Magazine, ici en Grande-Bretagne.
Il a fait la couverture du magazine. C'était un article important, portant essentiellement sur les nouvelles informations que j'avais glanées au cours de mon enquête sur ce film. Comme toujours, à la fin de l'article se trouvaient toutes mes coordonnées, avec la note « Si vous savez quoi que ce soit sur ce film, s'il vous plaît, contactez-moi ». Très vite, j'ai reçu un mail d'un monsieur disant s'appeler Simon. Son message était court et allait à l'essentiel. Il avait des informations sur le film. Il m'a dit que c'était un ami à lui qui avait fabriqué le mannequin, non pas dans le film de l'attente, mais dans les séquences d'autopsie bien éclairées. Cet ami n'était pas un artiste des effets spéciaux, mais un sculpteur qui travaillait occasionnellement pour la télévision et le cinéma. Le film est censé avoir été fait quand? En 1947. La question est de savoir comment on s'y prendrait pour fabriquer un tel mannequin. Revenons au moment juste avant l'incision. La qualité organique des jambes et des pieds est très bien rendue. Regardez comme le sang paraît uniforme sous l'épiderme et comme les gouttes de sang s'écoulent sur le côté. On ne serait jamais capable de faire ça. Avançons jusqu'au plan sur le crâne. Si c'est un faux, il est sacrément bien réussi. Si on avait fait ça, je serais super fier de nous. Le plus intéressant, ce qui fait vraiment réaliste, c'est la manière dont la peau est enlevée, déchirée de manière inégale. Je ne sais pas comment ils l'ont reproduit, ça, sur un crâne en plus. Il faudrait mettre un faux crâne sous de la fausse peau. Mais comment rendre l'humidité? Et les irrégularités, ça ne peut pas avoir été moulé? Et les saignements, l'humidité? Ça ne jaillit pas de tube, ça ne goutte pas, c'est uniformément humide. Et quel genre de matériau peut permettre d'imiter aussi bien la peau? Aujourd'hui, nous utilisons de la silicone élaborée. C'est ce à quoi ça me fait penser, mais ils n'avaient pas ça en 1947. Non. Non, en effet. Et tous les gens qui ont accès à cette matière de nos jours participent à de gros films d'horreur hollywoodiens. Oui, je sais pas comment ils ont pu faire ça. Si ça avait été fait récemment, en ayant l'air d'avoir été fait à cette époque-là, ça coûterait des milliers de dollars. Et même sans donner au film cette patine des années 40, ça serait de toute façon très cher à réaliser. Oui, ça coûterait très cher. Je tire mon chapeau aux gens qui ont créé ce film, ou aux pauvres extraterrestres morts sur cette table. Cette dissection d'un extraterrestre pourrait-elle être le fruit du travail d'une équipe spécialisée dans les effets spéciaux, talentueuse au point d'impressionner Stan Winston? Le producteur de télévision américain Robert Kiviat, qui a produit le documentaire à succès de 1995 nommé L'autopsie de l'alien, fiction ou réalité, a commencé à trouver les preuves d'une contrefaçon en enquêtant sur un autre film mal éclairé, lié à celui-ci et censé montrer l'examen d'un extraterrestre dans une tente de fortune située près de la scène du crash de l'OVNI à Roswell en 1947. J'ai tout de suite demandé à Ray Santilli, « Ray, ces deux scènes ne concordent pas du tout. Qu'est-ce que le caméraman t'a dit à ce propos ?» Et il m'a répondu, « Bob, le caméraman prétend que la scène sombre correspond à l'examen réalisé sur l'extraterrestre par une équipe scientifique envoyée par le président Harry Truman. Cette équipe aurait été dépêchée à Roswell pour récupérer l'extraterrestre, vérifier son statut et le transporter dans un autre endroit. » La scène était censée montrer un extraterrestre couché sur une table à la lumière clignotante d'une lanterne placée en arrière-plan. Et on y distinguait presque les visages des médecins en train de pratiquer une sorte d'autopsie sur cette créature. On y apercevait aussi quelqu'un de sinistre marchant au premier plan, vêtu d'un manteau, qui parfois passait dans le champ de la caméra, masquant certains plans. Le film de l'attente me rend perplexe. Il ne m'a jamais semblé réel. Ça avait l'air tellement mis en scène. La caméra était statique et la prétendue équipe scientifique du président Truman ne paraissait pas crédible. Je me souviens même m'être fait la réflexion que ces deux médecins avaient un air britannique. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi c'était des Anglais. Bien qu'intrigué par ce mystérieux film, Kiviat s'est vite rendu compte que tout cela pouvait faire partie d'un gigantesque canular.
La raison principale qui m'a amené à cette conclusion est que nous avions deux films très différents. Comment pouvait-il y avoir deux films différents pour la même autopsie? À cela s'ajoute un troisième film en noir et blanc montrant un militaire portant une sorte de treillis et qui retournait une poutre recouverte de hiéroglyphes, peut-être des inscriptions extraterrestres sur du métal. Puis la caméra fait un panoramique sur une table couverte d'objets en métal, sur lesquels on distingue des empreintes digitales à 6 doigts. Ray a dit que c'était peut-être des éléments du tableau de bord de l'appareil des extraterrestres. Kvyat a continué son enquête sur les films que Ray Santilli qualifiait d'authentiques preuves de l'existence d'extraterrestres. En 1998, les soupçons de Kvyat concernant la véritable identité des médecins aperçus dans le deuxième film et sa méfiance grandissante à l'égard des affirmations de Santilli l'amenèrent à produire un autre documentaire à succès sorti sur les écrans américains et intitulé « Les plus grandes supercheries, les secrets enfin dévoilés ». Je savais que le film de l'attente contenait des preuves accablantes, alors je l'ai amené à la NASA. La NASA a créé une image fixe de ces médecins penchés sur le corps d'un extraterrestre. En agrandissant l'image, on pouvait voir leur visage très clairement. La NASA se servait du même genre de technique que celle utilisée dans le maintien de l'ordre quand on cherche à clarifier le visage d'un délinquant et que tout ce que l'on a, c'est une image très brouillée. Nous avions, si l'on peut dire, fiché ces visages. Nous savions à quoi ils ressemblaient. Il ne nous restait plus qu'à faire le rapprochement entre ces visages et des personnes vivantes ou décédées et découvrir leur identité afin de lever le voile sur le film de l'attente et sur toute l'affaire. Pendant qu'on réalisait le documentaire sur les plus grandes supercheries du monde, on avait interrogé un type nommé Case Goodyear en Angleterre. Case Goodyear avait dit à mon producteur « Hey, mais je connais l'un des gars du film de l'attente. Il s'appelle Elliot, il travaille pour l'entreprise AK Music. » Peu de temps après, nous avions Elliot au téléphone et il nous disait qu'il serait ravi de venir aux États-Unis pour donner une interview exclusive filmée. Elliot a révélé que Ray Santilli avait demandé à l'entreprise AK Music de truquer le film sur le crash et l'examen plusieurs mois avant la sortie de l'ensemble du film sur l'autopsie de Roswell en 1995. D'après Elliot, les instructions de Santilli étaient de tourner une fausse autopsie d'extraterrestres pratiquée dans une tente de fortune, érigée juste après le crash de l'OVNI à Roswell en 1947. D'après les déclarations d'Elliot, Ray Santilli aurait tramé toute la conspiration en demandant à AK Music de créer une fausse autopsie d'extraterrestres. Elliot a expliqué qu'un premier essai assez concluant avait été fait, qui devint le fameux film de l'attente. Mais Ray n'était pas convaincu et il a demandé au gars « Refaites-moi ça en pointant bien la caméra sur le corps et en éclairant mieux la scène comme s'il s'agissait d'une véritable autopsie d'extraterrestres. Et les médecins devront porter des blouses. » Un membre de l'équipe d'AK Music a dit à Ray « On ne peut pas faire ça, c'est trop difficile. » Santilli s'est donc mis en quête de vrais professionnels des effets spéciaux et ni Elliot Willis ni AK Music ne savaient qui il était allé chercher. Mais où est donc allé Santilli pour obtenir ce film bien plus net de l'autopsie d'un extraterrestre? L'ufologue britannique Philip Mantle, qui a passé plus de 10 ans à enquêter sur la saga de l'autopsie de l'alien, a reçu en 2002 une information capitale. J'ai écrit un article que j'ai intitulé « Du nouveau sur l'autopsie de l'extraterrestre ». Il a été publié par OVNI Magazine, ici en Grande-Bretagne. Il a fait la couverture du magazine. C'était un article important, portant essentiellement sur les nouvelles informations que j'avais glanées au cours de mon enquête sur ce film. Comme toujours, à la fin de l'article se trouvaient toutes mes coordonnées, avec la note « Si vous savez quoi que ce soit sur ce film, s'il vous plaît, contactez-moi ». Très vite, j'ai reçu un mail d'un monsieur disant s'appeler Simon. Son message était court et allait à l'essentiel. Il avait des informations sur le film. Il m'a dit que c'était un ami à lui qui avait fabriqué le mannequin, non pas dans le film de l'attente, mais dans les séquences d'autopsie bien éclairées. Cet ami n'était pas un artiste des effets spéciaux, mais un sculpteur qui travaillait occasionnellement pour la télévision et le cinéma.
Philip Mantle transmet ensuite son information à Robert Kiviat à Hollywood. Quelques jours plus tard, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'agent de ce type dont Simon disait qu'il avait fabriqué le mannequin de l'extraterrestre destiné au film de l'autopsie pour Ray Santilli. Son agent et moi avons eu une longue conversation et il m'a appris que ce sculpteur avait apparemment voulu raconter l'histoire, la vendre même, et que Ray Santilli lui avait promis qu'après 7 ans, lui-même ou quelqu'un d'autre pourrait rendre l'affaire publique. Ce type était donc impatient de raconter son histoire au public et je lui ai dit que je serais ravi de lui obtenir une telle occasion de le faire à la télévision. Mais Kiviat se rendit compte qu'à Hollywood, personne ne voulait acheter son histoire. Le faussaire, maître en effets spéciaux, n'avait pas sa place sous les projecteurs. La plupart des gens, au moins aux États-Unis, avaient admis le fait que les plus grandes supercheries du monde prouvaient que l'autopsie de l'extraterrestre était un canular. Mais j'ai dû expliquer aux producteurs d'Hollywood qu'en surfant sur Internet et en allant parler aux ufologues, notamment en dehors des États-Unis, je m'étais rendu compte que beaucoup de gens croyaient encore à cette histoire. Et c'est là que les choses se sont corsées. Je ne parvenais pas à leur faire comprendre que la scène bien éclairée de cette soi-disant autopsie n'avait pas été affectée par les plus grandes supercheries du monde. Et dans le même temps, l'agent du sculpteur à l'origine des effets spéciaux perdait patience parce que je n'arrivais pas à conclure l'affaire. En 2005, tandis que des articles ressurgissaient dans la presse au sujet de l'élaboration d'un film nommé L'autopsie d'un alien, on confirmait à Philip Mantle l'identité du créateur de cette fausse autopsie. Bizarrement, c'est une employée de la société de production des films qui laissa filtrer l'information. Cette maison de production était une entreprise nommée Quertifilm, basée en Grande-Bretagne. J'ai donc demandé à cet employé de Quertifilm qui avait été engagé pour réaliser les effets spéciaux du film de l'autopsie de l'extraterrestre. Elle m'expliqua en termes clairs, par email, que la personne qui avait été chargée de ces effets spéciaux était un certain John Humphreys. Il avait non seulement réalisé les effets spéciaux du film, mais également fabriqué le faux alien. Ça m'a fait l'effet d'un coup de massue. On tenait enfin notre gars. Tout ce qu'il nous restait à faire, et cela fut facile grâce à l'influence d'un grand journaliste tel que Philip Mantle, c'était d'aller jeter un œil à son site internet. On a alors compris que John Humphreys était exactement le genre de type qui pouvait duper 2 médecins légistes et duper Stan Winston, l'expert en effets spéciaux des États-Unis. John Humphreys est notre homme. C'est un sculpteur qui a utilisé certaines parties d'animaux, comme les entrailles, pour les mettre dans un mannequin parfaitement formé. C'est un spécialiste, un maître, un véritable artiste. Et c'est pour cette raison, parce que je respecte l'art, que je ne voulais pas dévoiler son identité avant que Philip Mantle ne retrouve son nom. Je respecte une personne capable de réussir un coup pareil. Mais d'un autre côté, c'était aussi une fraude ayant coûté plusieurs milliers de dollars et impliquant plusieurs réseaux télévisés du monde entier. Et les dupes furent les millions de téléspectateurs qui regardèrent ces images. Au moins 100 millions de personnes dans le monde entier ont vu ce film. Et ils méritent qu'on leur dise la vérité. Alors que le film L'autopsie d'un alien était diffusé sur les télévisions britanniques en avril 2006, John Humphreys confessa publiquement qu'il avait non seulement fabriqué l'extraterrestre du film de Ray Santilli, mais qu'il avait aussi joué le rôle du médecin-chef pratiquant la dissection. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Santilli continue d'affirmer que l'armée américaine lui avait fourni de véritables films de Roswell. Il a déclaré au journal anglais Sunday Times que Humphreys n'avait fait que recréer un film déjà existant de l'incident de Roswell, qui avait été gravement endommagé suite à son exposition à l'air libre après des décennies passées aux archives.
En dépit des déclarations faites par Humphreys à la presse, confirmant que tout n'était qu'une fraude minutieuse, Santilli maintient que des images très précises avaient été fournies à Humphreys pour guider son travail. Mais à moins que l'on ne finisse par découvrir des films contenant l'autopsie d'un véritable extraterrestre, les récentes déclarations de Santilli resteront aussi peu crédibles que le reste de son histoire aux multiples versions. Et même si le mystère du film montrant l'autopsie d'un extraterrestre semble avoir été levé, les sondages indiquent que des millions de gens continuent à croire que les ovnis existent et que le gouvernement américain les dissimule. Washington nie catégoriquement cette hypothèse et campe sur les mêmes positions qu'il y a presque 60 ans à l'époque de l'incident de Roswell. Le chercheur d'ovnis Stanton Friedman et d'autres affirment que le gouvernement américain dissimule toute l'affaire des ovnis et cache les preuves du crash de l'ovni de Roswell. Qu'en est-il de l'analyse des matériaux, des rapports d'autopsie, des témoignages visuels des gardiens, de ceux qui ont pratiqué cet examen ou de ceux qui ont fait des expériences dans divers laboratoires américains? Un film de l'autopsie existe incontestablement. Quand un événement comme celui-ci se produit, on essaye toujours d'en filmer le maximum. Des personnes ayant participé au nettoyage des débris du crash nous ont affirmé que des photos avaient été prises et que la scène avait été filmée. Tout ceci existe quelque part. Bien qu'on ait établi que la vidéo d'autopsie diffusée en 1995 était frauduleuse, il est toujours possible que d'autres films authentiques montrant des extraterrestres existent. Le docteur Michael Maloney, membre honoraire de la Société royale de photographie, se souvient de l'étonnante expérience qu'il a vécue il y a des années, alors qu'il était photographe de presse et qu'il couvrait l'affaire des studios de Walt Disney, prétendant que de véritables extraterrestres avaient été filmés. Le 28 mars 1978, j'ai été invité à déjeuner par les dirigeants de Disney. Une voiture est venue me chercher, m'a emmené jusqu'à cette maison de Los Angeles où j'ai attendu dans le salon. C'était une maison très conventionnelle. Ils ont installé un projecteur et ont commencé à passer le film de ce que je sais maintenant être l'autopsie d'un extraterrestre. À l'époque, je n'en savais rien et j'étais fasciné. Dans le film, on voyait des gars en blouse blanche dans un environnement clinique autour d'une longue table. Le tout ressemblait à une ancienne salle d'opération. Je me souviens qu'il y avait aussi un téléphone sur le mur avec un fil torsadé. Et la caméra se déplaçait tout autour. Le film avait manifestement été réalisé par un pro. Ce n'était pas du cinéma amateur. Autour de la table d'opération, il y avait des spécialistes, des médecins qui pratiquaient un examen post-mortem sur une créature qui semblait sortie tout droit du film E.T. Puis, avec un zoom arrière, la caméra dévoilait un autre extraterrestre, identique au premier, dans un coin, sur le sol, et celui-ci bougeait. Je ne pourrais pas affirmer que l'extraterrestre sur la table était mort, mais je suis sûr que l'autre bougeait. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. À la fin de la séquence, ils ont éteint le projecteur et m'ont demandé, qu'est-ce que vous en pensez? Je leur ai répondu que c'était fantastique et que je n'avais jamais rien vu de tel dans ma vie. Se peut-il que le film montré à Michael Maloney en 1978 ait un lien direct avec le faux film de l'autopsie de l'alien créé en 1995 ? Et le film de 1978 aurait-il pu d'une manière ou d'une autre servir de modèle au film de 1995 produit par Ray Santilli ? Quand je l'ai vu pour la première fois, cela fait maintenant 3 fois que je le vois, la salle visible à l'écran ressemblait à s'y méprendre à celle du film de mars 1978. Et j'ai pensé que cela avait été tourné au même endroit, avec les mêmes personnes, mais il manquait pas mal de pellicules par rapport au film de 16 mm que j'avais vu en 1978. Il n'y avait plus d'autres extraterrestres dans le coin et d'autres petits détails manquaient. Mais s'il y a bien une chose que je peux affirmer, c'est que le premier film que j'ai vu était excellent. Pour moi, il était authentique. Pourtant, Ray Santilli ne confirme pas qu'un vrai film militaire montrant la dissection d'un extraterrestre ait servi d'inspiration au film de John Humphreys. Et avant qu'une telle preuve ne soit rendue publique, les défenseurs de l'existence de l'alien de Roswell à travers le monde devront attendre qu'un autre documentaire, plus persuasif, voie le jour.